Bonjour, donc on va reprendre notre cours. On était en train de parler de l'activation du lymphocyte TH et on a dit lorsque le TH0 prend soit le profil TH1 soit le profil TH2, il va favoriser des types de réponses adaptatives différentes et on a dit il existe trois types de réponses adaptatives, des réponses à médiation cellulaire cytotoxique, des réponses à médiation cellulaire inflammatoires et des réponses à médiation humorale. Donc, trois types de réponses. On va essayer de les passer en revue au niveau de ce diaporama. Et pour commencer, on va parler de la réponse à médiation cellulaire cytotoxique. Rappelez-vous, dans cette réponse-là, le TH0 devient TH1, hein, c'est le profil TH1 qui est induit par des cytokines polarisantes, et les TH1 vont activer les T cytotoxiques pour faire de la cytotoxicité. Alors, ce type de réponse à médiation cellulaire cytotoxique, qui passe par l'activation des TCD8, sont impliqués notamment lors de la destruction, par exemple, de cellules infectées par des virus, des cellules tumorales, c'est-à-dire les cellules cancéreuses, d'accord, des cellules stressées, etc. Ben, dans ces cas-là, on utilise ce type de réponse adaptative pour éliminer ces catégories de cellules. Alors, comment se déroule l'activation du test cytotoxique? Alors, premièrement, donc si on prend ici, nous avons notre CPA qui va internaliser l'antigène, l'apprêter, tout ça, on l'a vu, associer un peptide antigénique à une molécule de CMH2, le priming de la cellule TH0, bref, tous les signaux sont assurés pour activer le TH2 et le TH0 et le TH0 par les cytokines de la CPA et par les cytokines du micro-environnement vont faire qu'elle va prendre, cette TH0 va prendre le profil TH1. Hein. On dit ici même aussi le TH17. Le TH17, il fonctionne aussi un petit peu le profil TH1, même s'il utilise beaucoup l'interleukine 17. Donc TH1. TH1, on a dit, il va favoriser des réponses à médiation cellulaire. En l'occurrence ici, c'est des réponses à médiation cellulaire cytotoxique. Donc ici, la cellule TH1 reçoit tous les signaux d'activation, elle est active, et ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va envoyer des molécules signales, notamment des cytokines, au niveau de la CPA pour l'habiliter. Pour l'habiliter. Hein. Les anglo-saxons parlent de licensing. Hein. Habiliter la CPA. Habiliter à faire quoi? Habiliter à présenter le même antigène associé à du CMH2 ici, à le présenter associé à du CMH1. Pourquoi? Parce que la cellule TH1 va chercher à activer les T cytotoxiques. Et les T cytotoxiques, comme vous le savez, ils ont un TCR de spécificité, mais qui ne reconnaît que les antigènes peptidiques associés à du CMH1. Donc, le signal part des TH1, la CPA elle est habilitée, et donc la CPA va se séparer de la cellule TH1 et entrer en contact avec un précurseur, hein, c'est-à-dire une cellule naïve, cellule lymphocyte cytotoxique naïve, mais cette fois-ci, ça y est, comme elle a été habilitée par la cellule TH1, elle va présenter le même antigène peptidique, mais cette fois-ci associé à du CMH1 et non pas à du CMH2. Ça par le biais, je vous passe le détail, les présentations croisées, etc. Il y a plein de mécaniques qui expliquent comment cette chose-là se présente. Et là, le lymphocyte cytotoxique, si vous voulez, il a tous les signaux de reconnaissance, de costimulation, les cytokines de différenciation. Ça y est, il s'active et il commence la prolifération. On a parlé de cette communication autocrine pour les lymphocytes et il devient un lymphocyte cytotoxique actif. Et donc là, il va se diriger vers la cellule cible. Et lorsqu'il va se diriger vers la cellule cible, ça y est, il faut juste qu'il trouve sur la cellule cible, c'est-à-dire une cellule infectée par un virus, la cellule tumorale, la cellule stressée. Il faut juste qu'il trouve ce peptide-là à la surface de cette cellule. Et là, l'interaction avec le TCR va l'activer. Il va faire de la cytotoxicité. Il n'aura plus besoin de costimulation, etc. Ça y est, il a reçu tous les signaux d'activation. Et donc, à la surface de la cellule cible, il faut juste qu'il trouve, si vous voulez, la molécule antigénique, ce peptide antigénique, mais toujours associé à du CMH1, parce qu'il va le reconnaître par un TCR, et son TCR, et toujours il est restreint à la molécule de CMH1. Alors, comme vous pouvez le voir, ici on a deux séquences. D'abord,
un dialogue ou une communication entre la CPA et la cellule TH1. La CPA se sépare de la cellule TH1 et rentre en interaction, en communication avec la cellule CD8. D'accord? On a la première séquence qui est là et la deuxième séquence qui est là. Et donc, on parle d'une activation séquentielle des lymphocytes T cytotoxiques. Activation séquentielle des lymphocytes T cytotoxiques. Ça veut dire que l'activation se fait en deux temps, en deux séquences. D'abord ce premier dialogue TH1-CPA et ce deuxième dialogue, la même CPA, la même, mais cette fois-ci avec les lymphocytes T cytotoxiques. Hein. Activation séquentielle. Au niveau de cette diapositive, on vous montre que la communication entre les cellules TH1, T cytotoxique et CPA peut se faire en une seule séquence, c'est-à-dire en même temps. Et donc ça se passe comme ça, regardez, CPA qui présente l'antigène associé du CMH2 à la cellule TH1, à TH0, elle reçoit tous les signaux, elle devient TH1, elle va sécréter des cytokines pour habiliter la CPA à présenter le même antigène mais associé à du CMH2, d'accord? Et là, la CPA, elle va rentrer en contact avec la cellule, le précurseur de la cellule CD8, lui assurer toutes les interactions, les cytokines de différenciation, et là, le lymphocyte T va s'activer, la communication autocrine dont on a parlé là, qui va déclencher la prolifération, et voilà qu'on va produire des lymphocytes T cytotoxiques qui sont prêts à intervenir. Et donc, vous voyez là, le dialogue qui s'est tout à l'heure fait en deux temps, en deux séquences, là, il se fait simultanément, il se fait en même temps. C'est ce qu'on appelle la présentation croisée. En même temps, la CPA rentre en contact avec la cellule TH et la cellule T cytotoxique pour qu'il y ait développement d'une réponse à médiation cellulaire cytotoxique, donc qui finit par l'activation des lymphocytes T cytotoxiques. Alors, une fois le lymphocyte T cytotoxique est activé, il va se diriger vers la cellule cible. Et on a dit, la cellule cible, il faut juste qu'il rencontre le peptide antigénique associé à la molécule de CMH1. Et ça y est, il peut commencer ces mécanismes de cytotoxicité qui vont finir par éliminer la cellule par une mort cellulaire programmée par de l'apoptose. Hein, d'accord? Et les mécanismes de cytotoxicité des TCD8 sont de trois types. Hein, ils sont récapitulés au niveau de cette illustration-là. On a un, deux et trois, trois mécanismes. Alors, le premier mécanisme, c'est la voie, ce qu'on appelle la voie de l'exocytose des granules. N'oubliez pas, le lymphocyte T CD8, c'est comme les cellules NK, il a un cytoplasme qui est très riche en granules. Les granules, c'est quoi? C'est des petites vésicules hein, qui sont des petits compartiments délimités par une membrane biologique, donc des petites vésicules remplies de molécules telles que la perforine et les granzymes. Perforine, granzyme. Beaucoup de ces vésicules sont présents au niveau du cytoplasme. Et donc, lorsque la cellule cytotoxique, si vous voulez, rentre en contact avec la cellule cible, ça y est, l'interaction de reconnaissance est là. Ce qui se passe, c'est que vous avez au niveau cytoplasmique une augmentation du calcium et ça va favoriser l'exocytose. Les vésicules s'approchent de la membrane cytoplasmique de la cellule cytotoxique, ils vont fusionner et là, le contenu des vésicules va être versé ou sécrété au niveau de l'espace intercellulaire entre le lymphocyte CD8 qui est là et la cellule cible. Ça ici, vous avez la cellule cible avec sa membrane cytoplasmique. Perforine, granzymes qui sont libérés dans cet espace-là. Alors la perforine, elle a la capacité de polymériser au niveau de la membrane cytoplasmique de la cellule cible. Elle va polymériser pour former des pores, donc des espèces de petites ouvertures au niveau de la membrane cytoplasmique. Alors au niveau de ce schéma-là, on l'a schématisé un pore, mais en fait, il faut imaginer, il y a plusieurs pores qui vont être constitués. Et ça, l'existence de ces pores, en quelque sorte, va perforer la membrane cytoplasmique de la cellule cible. Et ne serait-ce que les pores de perforine, ils peuvent entraîner la nécrose, c'est-à-dire un éclatement de la cellule. Et la cellule peut mourir par nécrose. Donc, le lymphocyte cytotoxique peut éliminer la cellule cible uniquement par la perforine parce qu'elle va former des pores qui vont complètement dérégler les échanges entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule cible et ça va entraîner l'éclatement de la cellule et la mort par nécrose. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que les pores qui vont être formés par la perforine vont être empruntés par les granzymes. Les granzymes vont passer à l'intérieur du cytoplasme
Et les grands-hymnes, lorsqu'ils s'activent, ils vont activer la voie des caspases. Vous savez que la voie des caspases, les caspases, ce sont des protéases riches en cystéine, ce sont des molécules qui participent dans la voie de signalisation de l'apoptose, de la mort cellulaire programmée qu'on appelle l'apoptose. Et donc, cette voie de signalisation, les grands-hymnes, lorsqu'ils arrivent dans le cytoplasme, ils interfèrent avec cette voie de signalisation, donc ils vont la déclencher et engendrer la mort par apoptose de la cellule cible. Les grands-hymnes, ils ont aussi une voie de signalisation propre pour induire l'apoptose directement sans passer par les caspases. Donc les grands-hymnes, ils peuvent soit entraîner l'apoptose par le biais des caspases, mais ils peuvent entraîner l'apoptose également par un mécanisme direct. Alors ça, c'était le premier mécanisme de cytotoxicité par perforine granzyme. Les pores qui entraînent la nécrose et puis les granzymes qui impliquent l'activation des caspases et donc l'apoptose. Deuxième mécanisme, c'est ce qu'on appelle la voie du FAS. Alors FAS, c'est un récepteur. Il est là. Ce FAS, il est à la surface des cellules cibles. Par exemple, toutes les cellules nucléées de notre organisme, à leur surface, ils ont ce récepteur FAS. Et ce récepteur, c'est un récepteur de la mort. Pourquoi on l'appelle récepteur de la mort? Parce que tout simplement, la voie de signalisation de ce récepteur, elle finit par activer les caspases, donc qui entraînent l'apoptose, la mort cellulaire programmée. Autrement dit, vous activez ce récepteur, vous entraînez l'apoptose. D'accord? Alors, ce que fait la cellule T cytotoxique, c'est que lorsqu'elle rentre en contact intime avec la cellule cible, comme vous voyez ici, avec cette interaction de reconnaissance, eh bien, elle va exprimer à sa surface le ligand de ce récepteur FAS, ce qu'on appelle le FAS-L, c'est-à-dire le FAS-ligand. D'accord? Lorsque le ligand va entrer en contact avec FAS, la voie de signalisation, je vais vous parler tout à l'heure un petit peu de ce qui se passe ici, parce qu'il y a ce qu'on appelle les domaines de la mort, euh, qui favorise l'interaction protéine-protéine, bref, voie de signalisation qui active les caspases et déclenchement de l'apoptose. Donc ça, c'est une deuxième voie de cytotoxicité, activer le récepteur FAS. Alors bien sûr, le récepteur FAS est un récepteur de la mort, mais ce qui est dangereux, ce n'est pas d'avoir des récepteurs de la mort à la surface des cellules nucléées de l'organisme. Le plus dangereux, c'est le ligand. Et donc ce ligand, il n'est exprimé que par certaines catégories cellulaires, comme les cellules NK, les cellules TCD8 qui font de la cytotoxicité, ils sont capables d'exprimer ce ligand-là, et donc pour entraîner la mort par le biais de ces récepteurs FAS. Et puis, troisième et dernier mécanisme, c'est la voie du TNF, Tumor Necrosis Factor. Rappelez-vous, lorsqu'on a parlé des cytokines, on a cité le TNF, le tumor necrosis factor, comme étant une cytokine comme d'autres. C'est une molécule signal, notamment le TNF-alpha, il est impliqué dans l'augmentation de la perméabilité vasculaire, on en a parlé, donc c'est une cytokine, mais en plus de son rôle de cytokine, c'est une molécule qui entraîne la cytotoxicité. Donc le lymphocyte T CD8 va libérer le TNF. Le TNF va être réceptionné au niveau de la surface de la cellule cible par des récepteurs du TNF, notamment le TNF alpha. D'accord? Eh bien, la voie de signalisation de ce récepteur du TNF, eh bien, il est lié, si vous voulez, aux caspases. Les caspases qui sont donc les molécules directement responsables de l'effet biologique qui est l'apoptose, c'est-à-dire d'entraîner l'apoptose. D'accord? Trois voies de cytotoxicité. Alors au niveau de cette diapositive, c'est juste un peu de détails par rapport à la voie du FAS, c'est-à-dire le récepteur de la mort. Ici, c'est juste pour vous montrer que le récepteur FAS, en fait, c'est un trimère. Vous avez trois récepteurs, ça c'est un récepteur FAS, trois qui vont former un trimère, 1, 2, 3. Et puis la molécule ligand qui est là exprimée par le lymphocyte TCD8, interaction entre ligand et récepteur. Et vous voyez qu'il y a un domaine intracellulaire du récepteur qui possède un domaine de la mort, ce qu'on appelle le domaine de la mort, il est là. Et puis la première protéine de la voie de signalisation, FAD, FAD, Fast Associated Protein with Deep Domain, elle a également ce même domaine, donc il va permettre l'interaction protéine-protéine et l'activation de ce FADD, d'accord? Et le FADD, il va directement activer la molécule suivante qui est la procaspase 8. Il va devenir la caspase 8 active et après il va activer les autres caspases et donc aboutir à l'apoptose. Alors tout ça, c'était
une réponse à médiation cellulaire cytotoxique qui passe par l'activation des lymphocytes T cytotoxiques. On a aussi une réponse à médiation cellulaire, mais qui est inflammatoire. Cette fois-ci, ça passe par l'activation des macrophages. Alors, comment ça se passe? Dans ce cas-là, le TH0 devient TH1, mais au lieu d'activer les T cytotoxiques, non, il va activer les macrophages, ce qu'on appelle les réponses à médiation cellulaire inflammatoire. Il va activer le macrophage pour que le macrophage s'active, et on sait ce dont le macrophage est capable. Lorsqu'il va s'activer, il va pouvoir faire tout, c'est-à-dire phagocytose, microbicidie, la DCC, bref, on a passé en revue tout ça, déclencher la réaction inflammatoire, faire l'activité CPA, bref, activation du macrophage. Et souvent, vous allez me dire, oui, mais monsieur, le TH, c'est toujours le TH1 qui fait le choix d'activer T cytotoxique ou activer le macrophage. Alors, comment ça se passe? Alors, généralement, dans la grande majorité des cas, lorsque la CPA est une cellule dendritique, généralement, les TH1 activent des réponses de type cytotoxique, c'est-à-dire des T cytotoxiques. Les réponses à médiation cellulaire inflammatoire sont généralement déclenchées lorsque la CPA, c'est un macrophage. En quelque sorte, le macrophage présente l'antigène à la cellule TH0 pour être activé lui-même. Et ça se produit lorsque le lorsque le macrophage se trouve en danger. On a déjà dit que le macrophage est une cellule centrale au niveau de l'immunité naturelle et de l'immunité innée. Et donc, lorsqu'elle se trouve en difficulté, elle a besoin d'être boostée, d'être dynamisée. Et donc là, elle va exercer son activité CPA pour que la cellule TH0 devienne TH1 et favoriser une réponse à médiation inflammatoire, c'est-à-dire envoyer des signaux au macrophage pour qu'il s'active. Alors, un cas concret, si vous voulez, de ce type de réponse à médiation cellulaire inflammatoire qui active les macrophages, c'est l'infection par Mycobacterium tuberculosis, c'est-à-dire c'est la bacille qui est le bacillocoque qui est responsable de la tuberculose. Alors, comment ça se passe? C'est une bactérie extracellulaire. Elle arrive ici au niveau du tissu respiratoire, au niveau du poumon, hein, au niveau du poumon. Bactérie extracellulaire, alors la meilleure des réponses vis-à-vis de cette bactérie extracellulaire, c'est la phagocytose. Et donc, vous avez beaucoup de macrophages qui se ramènent et qui commencent à phagocyter ces bactéries-là. Alors, lorsque la phagocytose s'accentue, on sait que la phagocytose n'est terminée que lorsqu'on digère ce qu'on a phagocyté, lorsque la bactérie est digérée, notamment par la fusion du phagosome avec le lysosome primaire. Eh bien, cette Mycobacterium tuberculosis, elle a la capacité de bloquer, par des mécanismes de pathogénicité, de bloquer la fusion entre le phagosome et le lysosome primaire. Autrement dit, les macrophages phagocytent cette bactérie, ils vont internaliser beaucoup de ces bactéries-là, mais les mécanismes de digestion derrière sont bloqués, notamment la fusion du lysosome primaire avec le phagosome. D'accord? Et donc là, les macrophages vont devenir des cellules pathogènes, en état de pathologie, pardon. Ils vont devenir malades en quelque sorte, et ils vont s'intoxiquer des macrophages qui ont phagocyté mais qui n'arrivent pas à éliminer la bactérie. Et là, il va y avoir apparition de cellules géantes multinucléées, qui sont le résultat de fusion de macrophages en état pathologique. Hein, ces macrophages qui ont intervenu, qui ont phagocyté la bactérie, mais qui n'arrivent pas à l'éliminer, ils vont fusionner, ces cellules vont fusionner, les membranes biologiques vont fusionner et former des cellules géantes avec plusieurs noyaux, hein, ce qu'on appelle les cellules géantes multinucléées, et un état de cellules, ce qu'on appelle les cellules épithéloïdes, pardon, qui sont donc des macrophages en état pathologique qui n'arrivent pas à éliminer, si vous voulez, ce qu'ils ont phagocyté, et ça forme un amas cellulaire, hein, qu'on appelle les granulomas. C'est pourquoi lorsque les gens les gens qui ont la tuberculose, lorsqu'ils font une radiographie, il y a des petites taches au niveau des poumons, et bien les petites taches, c'est les granulomas. Et les granulomas, c'est ça. C'est des amas de macrophages qui ont intervenu pour faire de la phagocytose, mais c'est une phagocytose frustrée. Une phagocytose où la bactérie, regardez ici, il y a plein de phagosomes remplis de bactéries, de Mycobacterium tuberculosis, mais cette bactérie va empêcher la fusion des phagosomes avec les lysosomes primaires. Les lysosomes primaires sont là, mais ils ne peuvent pas fusionner, donc il ne pourra pas y avoir d'élimination de cette bactérie.
Mais vous aurez remarqué qu'autour de ce granuloma, hein, ça c'est le granuloma, vous avez des cellules en bleu. Ça, ce sont des lymphocytes TH0 qui se ramènent là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le macrophage, il est en difficulté ici. Les macrophages arrivent, ceux qui sont déjà en état pathologique, c'est déjà trop tard des fois, hein. C'est les macrophages nouveaux qui arrivent et qui vont phagocyter la bactérie et essayer de faire une présentation d'antigènes aux cellules TH1. Vous voyez le macrophage en difficulté ici. Il va faire la présentation d'antigènes au TH1. Le TH1, il va recevoir tous les signaux du macrophage parce que c'est une CPA. Et en retour, il va activer ou booster une réponse à médiation cellulaire inflammatoire par l'activation des macrophages, notamment par l'interféron gamma. N'oubliez pas que l'interféron gamma, on l'a dit, c'est la signature cytokinique du profil TH1, et puis par l'expression de ce ligand-là, le CD40L, parce que le macrophage, il a besoin d'un signal de costimulation, hein, qui est le CD40, eh bien, le TH1, lorsqu'il s'active, il va exprimer le CD40L, c'est-à-dire le ligand de ce récepteur-là. Et là, avec l'interféron gamma, le macrophage, il va avoir tous les signaux pour être boosté, pour être dynamisé et débloquer, si vous voulez, l'inhibition qui ne permettait pas la fusion entre les phagosomes et les lysosomes primaires qui va se produire. Regardez, là, elle se produit et ça y est, on a un macrophage qui s'active et là, il peut reprendre un petit peu sa microbicidie, son activité phagocytaire, etc., etc. Et donc, vous voyez comment des lymphocytes Th1 ici, ils ont plutôt favorisé une réponse à médiation cellulaire inflammatoire parce que souvent, c'est le macrophage qui joue le rôle de CPA, de cellules présentatrices d'antigènes. Et puis, pour terminer, le dernier type de réponse, on a dit deux réponses à médiation cellulaire, cytotoxique et inflammatoire, et puis la réponse à médiation immorale qui passe par l'activation des lymphocytes B. Hein, les lymphocytes B, lorsqu'on a besoin d'une réponse pour produire des anticorps, c'est notamment le cas lorsqu'il s'agit notamment de bactéries extracellulaires. Les bactéries extracellulaires, une réponse immorale est parfaite parce qu'il y aura des anticorps qui vont opsoniser la bactérie et déclencher et la phagocytose et la DCC, etc., etc. Alors ça se passe comme ça. Donc vous avez, ça c'est la membrane cytoplasmique du lymphocyte B. Ça c'est l'intérieur du lymphocyte B. Vous avez des BCR qui vont se lier à un antigène, soit à la surface d'une bactérie, ou alors des toxines, des molécules libres, etc. Les BCR, on a parlé du pontage. L'activation des BCR, c'est toujours à partir des pontages. Vous avez ici au niveau de la membrane cytoplasmique, notamment au niveau de la face intracytoplasmique, la présence d'une protéine très importante, la clatrine, très importante. C'est une protéine qui va lier les fractions FC des BCR, hein, l'équivalent des fractions FC, pour les concentrer au niveau de cette partie de la membrane cytoplasmique. Il va y avoir la dépression, c'est-à-dire la formation d'un puits de phagocytose. Donc concentrer les récepteurs, et ça c'est le travail de la clatrine, et joue un rôle très important. Alors, cette dépression, cette invagination de la membrane cytoplasmique va s'accentuer jusqu'à internaliser avec les BCR, comme vous le voyez ici. Alors ici, c'est simplifié. Une molécule, il faut imaginer beaucoup, beaucoup de BCR qui sont internalisés avec beaucoup d'antigènes. Même des bactéries peuvent être internalisées par phagocytose. Et vous avez le phagosome qui est formé ici. D'accord? Alors ici, je vous passe le détail d'une présentation d'antigène exogène, un antigène qui vient de l'extérieur. Ça, on l'a vu, hein, l'apprêtement endogène. Je vous passe le détail. Bref, détachement de petits peptides, les molécules de CMH1 qui viennent du réticulum endoplasmique dans de petites vésicules, fusion entre petites vésicules qui portent les peptides antigéniques et les vésicules qui portent le CMH2, la fusion, bref, jusqu'à ce que le peptide prend sa place au niveau de la niche peptidique, au niveau de la molécule de CMH2. Le tout va bourgeonner pour aller fusionner avec la membrane cytoplasmique. Et voilà comment le peptide antigénique est associé à la molécule de CMH2 et présenté à la cellule TH. Cette cellule TH, qui était une cellule TH0, par le biais des cytokines libérées par le lymphocyte B, qui joue le rôle de CPA, il va faire que les cytokines vont polariser la réponse vers une réponse à médiation immorale, c'est-à-dire une réponse qui finira par activer les lymphocytes B, qui devient un plasmocyte et qui va produire les anticorps.
Alors voilà, le lymphocyte B qui internalise soit la bactérie, soit les molécules toxiques, etc. Et il va assurer tous les signaux pour le lymphocyte TH0. Je ne vous pas tous les détails, parce que maintenant vous savez comment ça se passe, l'interaction de reconnaissance, l'interaction de costimulation, les cytokines de différenciation, bref, jusqu'à ce que le TH0 devienne TH1. D'accord? Et là, le TH1, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, parce qu'il a reçu des cytokines de différenciation qui favorisent le profil TH1, mais qui favorisent la réponse à médiation cellulaire, à médiation humorale, eh bien, il va envoyer au lymphocyte B tous les signaux pour qu'il fasse sa dernière métamorphose, sa dernière différenciation pour devenir plasmocyte, c'est-à-dire cellule sécrétrice d'anticorps. Alors, le lymphocyte B aura besoin de trois signaux. Le premier, c'est celui de reconnaissance, celui qui vient du BCR. Ce signal-là, il est là, il n'y a pas de problème. Le second, c'est un signal de costimulation pour le B, c'est l'interaction de la molécule CD40 et avec la molécule CD40L. On en a parlé tout à l'heure avec le macrophage. Les CPA, ils ont besoin de cette interaction de costimulation CD40, CD40L. Donc après activation, le TH1 va exprimer le CD40L pour justement activer cette molécule CD40 et envoyer le deuxième signal au lymphocyte B après le signal de reconnaissance. Et puis le troisième signal, ce sont les cytokines qui vont parvenir au niveau de lymphocyte B. Les premières cytokines, ce sont des cytokines de prolifération, hein, c'est-à-dire pour que le B commence à proliférer. N'oubliez pas le schéma. Toujours après activation, vous avez une prolifération cellulaire. On va avoir une sous-population qui sont tous des exemplaires de cette cellule-là. Et vous allez avoir 80-85% de cellules qui vont devenir des cellules effectrices. Donc, dans le cas du lymphocyte B, 80 à 85% des cellules qu'on aura formées vont devenir plasmocytes, c'est-à-dire des cellules effectrices, sécrétrices d'anticorps. L'anticorps, c'est quoi? Eh bien, c'est une copie conforme du BCR, mais sans le domaine transmembranaire. Donc, c'est une molécule sécrétoire. Et puis, vous avez 15-20% de cellules qui vont devenir des cellules mémoire, mais qui ont exactement le même BCR de ce clone B qui a été activé. Et puis, le TH1, il envoie des cytokines pour la prolifération, pour proliférer, etc. Mais on a dit, les plasmocytes, lorsqu'ils se mettent à fabriquer des anticorps, à sécréter des anticorps, ils commencent toujours par produire des anticorps de la classe IgM. Donc, ils vont commencer à produire les IgM. Et là, si vous voulez demander aux plasmocytes là, de produire une autre classe d'anticorps, ça également, c'est le travail du TH. Le TH1 peut envoyer des cytokines au plasmocyte cette fois-ci pour lui dire voilà, les IgM ne conviennent pas à la situation, ce qui conviendrait, c'est la classe IgG. Et là, il va y avoir ce qu'on appelle la commutation isotypique ou le switch isotypique pour que le plasmocyte, au lieu de produire des IgM, il va produire des IgG ou des IgA selon la situation. Et lorsqu'on parle de classe, ce qu'il va changer, c'est la partie constante, si vous voulez, la partie constante lourde de l'anticorps. Au lieu de la chaîne mu, il va mettre la chaîne gamma pour IgG, etc. Mais sinon, pour la partie Fab, elle ne va pas changer parce que c'est une partie qui est liée à la spécificité. On ne va pas changer de spécificité à spécificité, il faut la garder. Alors ici, pour terminer avec la réponse à médiation immorale, juste vous rappeler la réponse primaire, la réponse secondaire qu'on a vue, d'accord? Temps de latence ici, temps de latence très réduit à ce niveau-là, le pic qui est beaucoup plus important avec la réponse secondaire. On a parlé de tout ça. Juste la précision ici, c'est que en vert, on remarque les IgM, c'est-à-dire la réponse primaire, premier contact avec l'antigène, directement, c'est toujours des IgM. Tout au long de la réponse, c'est exactement des IgM. Et c'est vers la fin, mais vraiment vers la fin de la réponse primaire, on peut avoir apparition de quelques IgG. C'est-à-dire à la fin de la réponse primaire, vous avez quelques IgG qui peuvent apparaître. C'est-à-dire qu'il y a eu un peu de switch isotypique au cours de la réponse primaire. Par contre, lors du deuxième contact, la réponse secondaire, vous voyez que les cellules mémoire, lorsqu'ils vont commencer, regardez, ben, ils commencent directement avec les IgG. Donc c'est vraiment les IgG, d'accord, qui vont être produits. Pourquoi? Parce que déjà, lors de la réponse primaire, on a demandé au plasmocyte de faire un switch vers les IgG, parce que les IgG qui conviennent le mieux. Les cellules mémoire, ils vont faire ça directement. C'est vrai, il y aura production d'un petit peu d'IgM, juste un petit peu au début, mais très rapidement,
il y aura le switch isotypique vers les IgG. Et puis ces anticorps-là, on va le voir dans ce tableau comparatif, ça va être des anticorps qui ont beaucoup plus d'affinité par rapport à l'antigène. D'ailleurs, les anticorps produits lors de la réponse primaire et de la réponse secondaire, ils sont comparés au niveau de ce tableau-là. Regardez les principales différences qu'il va falloir retenir, parce que c'est important. Regardez, réponse primaire ici et réponse secondaire. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le temps de latence? Alors, le temps de latence, il est relativement important, une semaine de moyenne par rapport à la réponse primaire, et très réduit lors de la réponse secondaire. Un jour. C'est-à-dire des fois, lors de la deuxième rencontre, lorsque l'antigène arrive pour la deuxième fois, il suffira de 24 heures pour que la réponse adaptative se déclenche, parce qu'on a dit derrière, il y a des cellules mémoire qui sont déjà prêtes et qui n'attendent que l'arrivée de l'antigène. Donc, temps de latence très réduit par rapport à la réponse secondaire. Le pic de la réponse a un pic qui est modéré pour la réponse primaire, mais c'est un pic qui est relativement important. Donc, c'est pourquoi on a dit la réponse secondaire, elle est beaucoup plus intense, plus rapide, est plus intense. D'accord. Et puis les isotypes. Les isotypes, réponse primaire, c'est essentiellement des IgM. Beaucoup d'IgM comme on l'a vu ici. Un petit peu d'IgG, mais très peu. Mais essentiellement des IgM par rapport à la réponse primaire. Par contre, à la réponse secondaire, c'est l'isotypie va augmenter. Et donc là, on va fabriquer directement les isotypes qui conviennent, soit les IgG, soit les IgA, soit les IgE, en fonction de la situation. D'accord. L'affinité. Alors, les anticorps produits lors de la réponse primaire, ils ont une faible affinité, une affinité correcte, parce qu'un anticorps, pour fonctionner, il faut qu'il ait de l'affinité pour l'antigène. L'affinité existe. Mais il est modéré, il est moyenne. Par contre, les anticorps produits lors de la réponse secondaire, ils ont une affinité très importante. Et ça, c'est le résultat de ce qu'on appelle la maturation d'affinité. Alors, la maturation d'affinité, pour ne pas rentrer trop dans le détail, ça se passe au niveau du centre germinatif. Rappelez-vous, au niveau de la zone B des ganglions lymphatiques, par exemple, on a des follicules primaires et des follicules secondaires. Les follicules secondaires, c'est des follicules qui ont été activés là où des lymphocytes B sont activés, ils sont présents. C'est ce qu'on appelle le centre germinatif. Eh bien, le lymphocyte B activé au niveau de ce centre germinatif, il va passer par des mécanismes de ce qu'on appelle la maturation d'affinité. C'est-à-dire, on va essayer d'introduire des petits changements au niveau de la partie variable du paratope et même au niveau des parties hypervariables pour que la complémentarité dans l'espace entre le paratope et l'épitope soit encore meilleure. Et c'est l'affinité, c'est ce qu'on appelle la maturité, maturation d'affinité qui se passe au niveau du centre germinatif. Donc ça, c'est quelque chose qui caractérise beaucoup plus la réponse secondaire que la réponse primaire. Elle est induite comment? Tous les immunogènes. Alors la réponse primaire, vous pouvez avoir une réponse primaire par rapport à tous les immunogènes, et là on pense aux familles moléculaires. C'est-à-dire les peptides peuvent entraîner une réponse primaire, les polysaccharides peuvent entraîner une réponse primaire, les lipides peuvent entraîner une réponse primaire, les acides nucléiques peuvent entraîner une réponse primaire, parce qu'on a dit le BCR, c'est un récepteur qui reconnaît les antigènes à l'état natif tel que, et donc vous allez avoir une réponse primaire par rapport à toutes ces catégories moléculaires. Par contre, une réponse secondaire n'est possible qu'avec les antigènes peptidiques, rappelez-vous. Il n'y a que les antigènes peptidiques thymodépendants qui peuvent produire, si vous voulez, une réponse secondaire. Pourquoi? Parce que le peptide va être apprêté, associé à du CMH2 et présenté à la cellule TH qui, elle, va contrôler cette réponse et induire la production des cellules mémoire. C'est surtout ça. Induire la production des cellules mémoire, parce qu'on a dit la réponse secondaire, c'est le résultat de l'activation des cellules mémoire. D'accord. Lorsque vous avez des molécules immunogènes qui sont d'une autre nature que les protéines, ou les peptides, donc vous n'avez pas de production de cellules mémoire parce que tout simplement, on ne passe pas par la cellule TH. Quand on a un antigène de nature lipidique, ça ne sert à rien de le présenter au TCR de TH, il ne faut pas le reconnaître. Hein, ils ne reconnaissent que des peptides. Donc lorsque le lymphocyte B, avec son BCR, reconnaît un lipide, un polysaccharide, un acide nucléique. Il va chercher par ses propres moyens pour s'activer et il va assurer la réponse primaire. Il n'y a pas de problème. Il n'aura pas de problème à créer la réponse primaire, donc produire des anticorps IgM avec une affinité modérée, etc. Mais il n'y aura pas de production de cellules mémoire parce qu'on n'est pas passé par les pH.
Alors, une fois les anticorps sont produits, c'est juste un schéma de rappel pour dire une fois les anticorps sont produits, ils vont participer au niveau de la neutralisation, soit des virus, soit des toxines bactériennes, à l'opsonisation. Beaucoup de phagocytes, ils ont le récepteur de la fraction FC, ils vont faire de la phagocytose. Beaucoup de molécules, il y a le C1Q qui peut se lier à la fraction FC pour activer la voie classique du complément, donc le complément qui peut s'activer jusqu'à arriver au complexe d'attaque membranaire. Bref, là, c'est les fonctions de l'anticorps. On en a parlé. Et puis aussi, pour terminer, et, et encore expliciter ce que je viens de dire à l'instant par rapport à des antigènes qui passent par les TH et des antigènes qu'on ne présente pas au TH, au TH, c'est le cas de ce qu'on appelle les antigènes thymo-indépendants. Parce qu'on a dit les antigènes qui sont peptidiques, c'est des antigènes thymodépendants qu'on présente au TH, et les TH, ils ont besoin de ce thymus. Donc, c'est des antigènes thymodépendants. Les autres, les polysaccharides, les LPS, lipopolysaccharides, les flash polymérisés, les acides nucléiques, etc. et j'en passe, ce sont des antigènes qu'on qualifie d'antigènes thymo-indépendants, c'est-à-dire des antigènes qu'on ne peut pas présenter au TH parce qu'il ne va pas les reconnaître. Il a un TCR qui ne reconnaît que les peptides. Alors comment ça se passe? Bien, le B, lui, par contre, il n'a aucun problème avec son BCR, il peut reconnaître ces cellules-là. Alors regardez, lorsqu'il s'agit de peptides, ça c'est le schéma classique. Le peptide ou la protéine internalisée, l'apprêtement, on a vu tout ça, l'affichage de la peptide avec la molécule de CMH, les signaux, etc. au TH et le TH qui va envoyer les signaux au lymphocyte B. Ça, c'est les antigènes thymodépendants qui vont donner les cellules mémoire, les réponses secondaires, etc. Tout ce que vous voulez. Maintenant, lorsqu'il s'agit de molécules qui ne sont pas des protéines, qui ne sont pas des peptides, lorsque d'ailleurs qu'on appelle les antigènes thymodépendants. Alors dans ces antigènes thymodépendants, euh, le problème c'est ce second signal. Regardez, le signal de costumulation. Le signal de reconnaissance qui vient du BCR, il va être assuré, même avec un polysaccharide, un lipide, un acide nucléique, vous aurez un BCR qui le reconnaît, un BCR de spécificité. Donc le signal A sera toujours assuré. Maintenant, le deuxième signal, qui est le signal de costumulation, on a dit le B, il a besoin de ce signal de costumulation, c'est le CD40L. Ce deuxième signal, il est manquant lorsqu'il s'agit, il est assuré par les TH, mais lorsqu'il s'agit de molécules autres que des molécules de nature protéique, ce deuxième signal, eh bien, le lymphocyte B va se débrouiller pour avoir ce deuxième signal, d'accord? Mais ce signal servira à activer le lymphocyte B pour qu'il devienne plasmocyte et qu'il produise des anticorps, mais uniquement de manière primaire. Donc il n'y aura que la réponse primaire, hein, d'accord? C'est-à-dire des IgM, très peu de commutations de classe, voilà les caractéristiques de la réponse primaire. Alors dans ce cas-là, ce deuxième signal, il peut arriver au lymphocyte B de deux manières, soit par le biais des PRR, et là, si vous vous rappelez, lorsqu'on a décrit le lymphocyte B, il a cette capacité-là. C'est-à-dire, en plus d'être un lymphocyte, donc une cellule de l'immunité adaptative avec un BCR, en plus, il exprime les PRR, qui sont normalement caractéristiques des cellules innées. Eh bien, les PRR, ils peuvent, s'ils lient, par exemple, des motifs moléculaires au niveau de la surface d'une bactérie, etc., ils peuvent envoyer le deuxième signal et le B peut s'activer. D'accord? Alors, lorsque le deuxième signal vient des PRR, on parle d'antigène thymo-indépendant 1, antigène thymo-indépendant 1. Ça, c'est la classe 1, c'est-à-dire où le signal 2 provient des PRR. D'accord? Le deuxième signal pourrait arriver au lymphocyte B, non pas par un deuxième signal différent, mais par rapport à un signal 1 trop puissant, très 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 puissant. D'accord? Et ça, c'est le cas, si vous voulez, des épitopes répétitifs, comme vous pouvez le voir ici, des molécules répétitives sur un polymère qui va impliquer l'association, cross-linking, c'est-à-dire des liaisons croisées par rapport à beaucoup de BCR qui va faire que le signal A qui va être envoyé à la cellule B va être un signal très 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 fort, supérieur à la normale, et il va suffire pour activer le B pour qu'il devienne plasmocyte et produire, si vous voulez, des anticorps. Alors ce type d'antigènes, on les appelle des antigènes thymo-indépendants de classe 2. Donc les classes 1, ils impliquent les PRR. Les classes 2, ils impliquent un signal 1, mais qui est très, 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 très fort. D'accord?
Donc voilà, différence entre antigènes thymodépendants qui passent par une présentation au TH et des antigènes thymo-indépendants où le lymphocyte B va s'auto-activer entre guillemets sans passer par les TH. Le problème de ces antigènes thymo-indépendants, c'est qu'il n'y a que des réponses de type primaire avec des IgM et très peu d'isotypie, il n'y a pas d'isotypie. Et surtout, il n'y a pas de production de cellules mémoire. Alors ici, juste pour terminer avec les antigènes thymo-indépendants, nous avons vu comment le lymphocyte B pouvait s'activer avec ces antigènes thymo-indépendants. Eh bien, même les T cytotoxiques peuvent, dans certains cas, hein, il y a des circonstances où le lymphocyte T cytotoxique peut s'activer sans utiliser l'aide des TH, c'est-à-dire en dehors des TH. Alors ici, je vous parle surtout de deux situations. La première situation, c'est lorsque la cellule dendritique, hein, cellule dendritique qui est la cellule présentatrice d'antigènes, eh bien, elle est infectée. Et c'est notamment dans le cas des infections virales. Vous avez la cellule dendritique qui phagocyte un virus, mais le virus est un parasite absolu, il va se répliquer à l'intérieur de la cellule dendritique. Et donc, tout en faisant la présentation d'antigènes, la cellule dendritique, elle est infectée par ce virus-là. Et ça se traduit notamment par un signal de costimulation très puissant. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de molécules B7 qui vont être surexprimées à la surface de la cellule euh, dendritique. Et ça va envoyer un signal 2, parce que la molécule B7, on sait, elle intervient avec le CD28 pour envoyer le signal de costimulation. C'est un signal 2 qui va être très puissant au point où il peut entraîner l'activation, si vous voulez, de la molécule, pardon, de la cellule TCD8 et qu'elle va activer, donc elle va faire l'autocommunication par l'interleukine 2, proliférer et donc engendrer des cellules cytotoxiques pour faire de la cytotoxie. D'accord? Donc, premier cas d'activation des lymphocytes T cytotoxiques sans l'intervention des TH, c'est lorsque la cellule dendritique est elle-même infectée par un virus et c'est à cause d'une surexpression de la molécule B7. Un deuxième cas de figure d'activation des TCD8, c'est les cellules mémoire. Et ça, on l'a dit. Les cellules mémoire, parce qu'il y a déjà le premier contact, les cellules mémoire elles sont issues de ce premier contact, et généralement, ça y est, les cellules mémoire, elles ont reçu tous les signaux de la part de la cellule présentatrice d'antigènes, il les a habilités, et la cellule CD8 cytotoxique, il suffit, à présent, la cellule mémoire, il suffit juste qu'elle trouve à la surface de la cellule cible l'antigène de spécificité associé du CMH1 et il peut s'activer, faire de la prolifération et acquérir de la cytotoxicité. D'accord? Et je vous remercie de votre attention.